Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente enfin un bilan lecture. Je suis vraiment en retard pour ces genres de vidéos, j'en ai beaucoup à vous présenter. J'ai fait une sélection de livres que de polar pour cette fois-ci, donc ça sera polar, roman noir, policier, thriller on va dire. Et je vous présente ça tout de suite. Donc j'ai écouté grâce à Nextory ce mois d'août Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu que m'a offert ma petite sœur Camille. Donc c'est le tome 2 de la série avec la femme de ménage donc qui s'appelle Millicent ou Millie pour son petit surnom. Et donc après l'avoir suivi dans le premier tome que j'ai lu à sa sortie, donc il y a vraiment 3-4 ans je pense, je m'étais toujours dit tiens je lirai la suite un jour sans vraiment m'y intéresser de plus près, et ce fut chose faite avec grâce à ma soeur qui m'a offert ce livre qui était dans ma pile à lire estivale. Donc on retrouve Millicent, l'action se passe je crois 5 ans à peu près après la femme de ménage, ou tout du moins quelques années. Elle vit à Brooklyn, elle a repris ses études, elle fait des études de psychologie, et à côté de ça, pour financer son cursus, elle travaille comme femme de ménage pour un couple assez aisé qui vit dans l'Upper East Side. Et très vite, elle va se rendre compte que quelque chose cloche dans ce couple, parce qu'à chaque fois qu'elle vient, elle est accueillie que par l'homme. La femme est prostrée dans la chambre et elle ne la voit pas, elle ne l'entend pas. Et parfois, quand elle est toute seule avec elle, elle entend pleurer. Il lui arrivait déjà de surprendre des disputes, oui, vraiment pas mal de choses assez étranges qui lui font penser que cette femme est en danger. Donc on va suivre Millie qui va essayer de secourir cette personne, elle a vraiment peur qu'il lui arrive quelque chose. Et à côté de ça, on suit un autre personnage qu'on avait découvert brièvement dans le premier tome, qui s'appelle Enzo, qui va s'avérer être un allié pour Millie, et elle va devoir faire face à sa disparition. Voilà, donc ça a été une bonne lecture. J'espère que là j'en ai pas trop dit parce que je veux pas quand même trop vous en révéler. J'ai bien aimé l'histoire, l'écoute était très agréable, voilà, je l'ai écouté en rando, ça a vraiment fait le job, j'ai beaucoup aimé l'écouter. J'ai vu certaines choses venir, d'autres que je n'ai pas vu venir, notamment la fin. Voilà, il y a des choses que j'avais pas... l'implication de certaines personnes que je n'avais pas pensé, mais sinon j'ai eu des doutes quant au gros twist, on va dire. J'ai eu vraiment des doutes en me disant elle a déjà fait un gros twist dans le premier, possible qu'on soit à peu près dans le même genre, et en effet pour ma part ça y ressemblait beaucoup. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur mais ça a été une lecture agréable, c'est un bon thriller domestique, ça a fait le job qu'on lui demande. Il y a après je crois en tome 2.5 la femme de ménage se marie, et après la femme de ménage voit tout, qui sont tous les deux disponibles en poche de mémoire. Je les lirai peut-être plus tard, je les achèterai sûrement, mais voilà, c'est pas des priorités pour l'instant, mais je suis vraiment très contente d'avoir avancé dans cette série là. J'ai également lu Terre Fauve de Patrice Gain aux éditions Livre de Poche. Donc ce livre a été le livre du mois par rapport aux Nuits du hasard. Je sais plus si c'est juillet ou août, peut-être bien juillet. Donc je suis très contente de l'avoir lu parce que ça faisait un petit moment qu'il était dans ma pile à lire. L'action se déroule à New York et en Alaska. On va suivre David qui est un écrivain qui fait un peu à la commande. En fait là il est chargé d'écrire la biographie d'un homme politique, et en fait cet homme lui dit voilà, j'aimerais ajouter de la sympathie, attirer la sympathie du lecteur en ajoutant un chapitre sur une personne que j'ai rencontrée dans ma vie et avec qui on a vécu pas mal de choses, et cet homme là est un alpiniste. Donc David va, sur la forte insistance de son éditeur, parce que lui au début il n'a pas très envie d'aller là-bas, il va se rendre en Alaska et il va rencontrer cet alpiniste. Cet alpiniste n'est pas franchement un homme très sympa, voilà, il est assez froid, assez hautain, même avec David, il comprend pas trop ce qu'il fout là, lui, parce que ok, le politicien il le connaît, mais il n'y avait peut-être pas de raison de faire un chapitre dédié sur lui. Et David va se mettre à dos l'alpiniste, et l'alpiniste est loin
loin d'être un gars sympa, et il va arriver quelques bricoles à David. Voilà, je n'en dirai pas plus, on est sur un roman très court qui fait 250 pages, donc l'action arrive assez vite. J'ai vraiment flippé pour David parce que je me suis vraiment dit qu'à un moment il allait y rester. Il arrive à s'en sortir, mais de façon, il n'en reste pas indemne. C'est pas vous spoiler, vous dire qu'il s'en sort, hein. Voilà, parce qu'on s'en doute très vite. Mais voilà, la couverture est très représentative du livre. On est dans une sorte d'hôtel en bois au bord d'un lac. Après, on va être dans un petit chalet au bord d'un lac avec la nature sauvage autour. On entend les oiseaux, on entend les ours. Voilà, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle du nature writing pour les personnes qui aiment les romans avec des grands espaces autour de la nature, où la nature a une part importante et presque un personnage. Ce livre est très bien. J'en ai un autre de cet auteur dans ma pile à lire, également depuis un moment, qui est tout aussi fin. Je pense que je le lirai aussi prochainement parce que j'ai bien aimé son univers, j'ai bien aimé sa plume et j'ai bien aimé aussi sa façon d'inclure la nature dans son histoire. Et si j'ai bien compris un peu tout ce que j'ai pu lire sur cet auteur, c'est vraiment un peu sa marque de fabrique. J'ai ensuite lu Les Meurtres du Low Country de Arthur Serf aux éditions 10-18. Donc c'est la collection qui est faite en collaboration avec le magazine Society. Et là on est sur des événements qui vont se dérouler en Amérique, plus exactement. J'ai plus oh là là, j'ai plus l'état. J'ai plus l'état, je suis désolée. C'est une histoire qui est assez récente, qui s'est déroulée en 2021 et qui a été jugée en 2023. En fait, on va découvrir Alex Murdaugh, je sais pas trop comment on le prononce, qui est le descendant d'une famille d'avocats assez connue. Et il a donc hérité du cabinet familial où il y a quand même des associés, il n'est pas tout seul, hein, c'est que c'est devenu une grosse structure. Et cet homme va être arrêté par la police et accusé du meurtre de sa femme et de son fils. En fait, un soir, un vendredi soir, je crois de mémoire, il mange avec son fils et sa femme dans leur grande maison, une sorte de ranch. Et lui, il va s'absenter pour aller voir sa mère qui est dans un établissement à quelques kilomètres de là et qui est assez malade. Et quand il va revenir, il y a un chenil aux abords de ce ranch. Il va découvrir sa femme et son fils morts par terre, qui se sont fait tirer dessus. Et il va appeler la police, mais très vite, il va y avoir des doutes sur son implication face à ses réactions, parce qu'il fait preuve de beaucoup de sang-froid sur des situations où on est censé quand même perdre un peu les pédales. Il y a des faits disconcordants, des choses qu'il a fait, qu'il dit avoir fait, qu'il n'a pas fait. Et à côté de ça, on nous parle aussi d'une série de morts autour de ce ranch, de cette famille, de morts assez mystérieuses. On a une femme de ménage, on a un jeune homme qui s'est fait renverser sur la route et une jeune femme qui est tombée d'un bateau qui s'est noyée. Et on va découvrir que tout ça est peut-être bien lié et que le responsable est peut-être bien Alex Murdaugh. Donc c'est assez glaçant de se dire que ça a quand même été vrai, ça a été vécu. Cet homme a fait preuve de beaucoup de cruauté en tuant sa famille. Il a aussi été jugé pour d'autres faits, détournement de fonds, des choses comme ça. Et par contre, voilà, cette collection est toujours très intéressante parce que on nous relate les faits, on nous explique ce qui a été mis en place, ce qui a été jugé, le verdict. Et il n'y a pas de spéculation. C'est ça que j'aime, c'est pas oui, potentiellement il a fait ça pour ça, ou peut-être que c'est à cause de ça, nanana. En fait, c'est vraiment pour moi du vrai travail de journalisme dans le sens où il relate les faits. Et c'est le deuxième que je lis de cette collection. Le premier, c'était le Golden State Killer, qui m'avait fait très froid dans le dos. Ce mec qui est rentré chez les gens, qui au début violait les femmes. Après, il allait chez des couples aussi, les séquestrait. Et en fait, il est monté dans l'échelle de la violence, il tuait après les couples chez qui il allait. Et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à revenir à cette collection, mais là voilà, j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant. Ça nous parle aussi un peu de failles juridiques qu'on peut trouver en Amérique, par exemple dans cet état dont je ne sais plus lequel c'est. Il est dit que les personnes peuvent attaquer une entreprise si cette entreprise a un magasin ou un bâtiment dans l'État. Je pense par exemple à Burger King.
un homme glisse sur des frites, se casse la figure, il va se casser un os. Il peut attaquer le Burger King parce qu'ils ont un magasin, une enseigne dans l'État, et il peut faire ça avec plein de choses. Et c'est vrai qu'apparemment c'était devenu quelque chose d'assez terrible parce qu'il y a une compagnie de voies de chemin de fer qui a pas arrêté de se faire attaquer parce que justement sa voie passait dans l'État, et que quand il y avait un accident de circulation ou quoi, où il y avait un train, systématiquement il se faisait attaquer et il perdait systématiquement. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de découvrir ça. Je peux pas vous en dire plus, je me rappelle plus du nom de cette loi, pourquoi c'est comme ça, mais ça m'a quand même bien interpellée. Et c'est une collection que j'aimerais bien continuer. Alors lui, j'ai eu la chance de le trouver à 50 centimes dans une foire aux livres. Je vais essayer de trouver les autres comme ça au fur et à mesure de mes balades d'occasion pour compléter ma collection. J'ai enfin lu En entendant le déluge de Dolores Redondo aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Je dis enfin parce que ce livre je l'ai acheté en août 2024, que j'étais très pressée de le recevoir et de le lire, et qu'il m'aura fallu 1 an pour le lire, pour le sortir de ma pile à lire. Dolores Redondo, je vous l'ai déjà dit à nombreuses reprises, est l'autrice de mon roman thriller préféré, qui est La face nord du cœur, avec sa personnage principale Amaya Salazar. Et en fait, pendant quelques temps, j'ai pensé que celui-ci était une suite. Pas du tout, c'est complètement différent. L'action commence en Écosse, à Glasgow, en 1983. On suit un enquêteur qui s'appelle Noah Scott Sherrington, qui enquête sur Bible Jaune, qui est un tueur en série qui séduit des femmes lors de soirées, les viole et les assassine. Et il laisse, au début, laisser leur corps là où s'étaient déroulés les faits, et après il va les cacher. L'action commence au premier chapitre où l'inspecteur, donc Noah Scott Sherrington, pense avoir identifié Bible John, et il va le suivre dans un espèce de marais où, en plus, qui est devenu vraiment un marécage. Tout est inondé parce qu'en fait il y a un cataclysme, une grosse tempête, et il va se passer un événement dans ce champ avec ces deux hommes qui va fortement les marquer tous les deux. Et ensuite l'action se déroule en Espagne où on va suivre l'enquêteur toujours sur les traces de ce tueur en série. Donc ils vont aller plus exactement à Bilbao. J'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé, comme toujours, la plume de l'autrice qui est vraiment très qualitative, vraiment très bien écrite. J'ai aimé aussi découvrir l'Écosse en 1980, l'Espagne aussi dans ces années-là, avec les questions de l'ETA, de l'IRA, voilà, toutes ces organisations terroristes qui officiaient pendant ces périodes-là. Et ça soulève quand même des questions politiques. Et il y a vraiment dans les livres, donc entre lui et la face nord du corps, la face nord du cœur, des similitudes par exemple par rapport au cataclysme. Dans les deux, il est question de catastrophes naturelles. Dans la face nord du cœur, c'était des tornades, des ouragans qui frappaient les États-Unis, et il y avait un tueur en série qui passait systématiquement après ces catastrophes et qui choisissait une maison qui avait tenu, avec une famille qui avait survécu, et tuait tout le monde. Et là, il y a donc dans le premier chapitre des grosses inondations, et quand il va aller en Espagne, il va aussi être confronté à une catastrophe naturelle. Voilà, donc ça a été une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une autrice qui est très intéressante à lire parce qu'elle a vraiment une plume, une qualité d'écriture, et voilà, moi j'aime beaucoup cette autrice. Il me reste 3 d'elle à lire. J'ai le tome 2 et 3 de la saga, de la trilogie du Bastan. J'ai lu le tome 1 il y a un petit moment, il faudrait quand même que je m'y remette pour la terminer. Et j'ai tout cela, je te le donnerai, je crois, qui s'appelle comme ça. Et lui, c'est plutôt de la littérature. Et pour le dernier, il s'agit de Transylvania de Nicolas Beuglet aux éditions XO, que j'ai eu la chance de recevoir dédicacé. Parce qu'au mois d'août, j'ai reçu en avant-première son livre à lire. Donc j'avais une version non corrigée, toute blanche. Et après, les éditions XO m'ont envoyé cette version définitive. Je suis très contente d'avoir parce qu'elle est vraiment très belle. Et la couverture représente totalement les premiers chapitres. Dans cette histoire, on va suivre une enquêtrice qui s'appelle Mina Dagran. L'action se passe en Transylvanie. En fait, elle va être appelée à aller enquêter dans un château, un manoir, un hôtel qui est sur les traces du comte Dracula. En fait, quand vous rentrez, il y a des tableaux en référence à Dracula, en plus en Transylvanie. Voilà. Et en fait, un homme
il y avait l'aubergiste, donc là une femme, l'hôtelière on va dire, et il y avait qu'un seul client et elle a découvert ce client mort dans sa chambre. Et donc elle a appelé les autorités et c'est Mina qui a été promue parce que si en plus elle résout cette enquête, elle pourra devenir inspectrice. Donc il y a beaucoup d'enjeux pour elle à résoudre cette enquête. Et donc elle va se rendre sur place, mais ça va pas être facile parce que c'est en plein milieu d'une tempête de neige, donc elle va un peu avoir du mal à rejoindre cet hôtel et son enquête va commencer là. Ça va l'emmener sur les traces de certains contes de Grimm. Ça mélange un peu le folklore, ça j'ai trouvé ça hyper sympa, pour essayer de retrouver en fait la personne qui a assassiné, qui a un dessein plus grand. Ce meurtre est lié à la disparition également de 5 personnes qui ont disparu 3 ans auparavant, il me semble, et tout cela est lié. La première partie, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré les références aux contes de Grimm, comment l'auteur fait des rapprochements, comment il réinterprète les contes, comment il nous fait voir autrement ces contes-là, pas forcément la version édulcorée qu'a pu propager Disney à travers le monde. Donc ça, c'est très intéressant. Au milieu au milieu du roman, ou au milieu dans les 3/4, on découvre qui est le responsable. Et la dernière partie est une course-poursuite entre Mina et cette personne pour l'attraper. Et en fait, à chaque fois qu'ils se rencontrent, il va lui dérouler tout son plan. Et ça m'a gênée. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression de regarder un film des années 90 américain où quand le héros de l'histoire arrête le grand méchant avant de canner, de mourir, il sort tout son plan, tout pourquoi il a fait ça, et après il meurt. Et ça me fait beaucoup penser à ça. Et c'était pour moi trop lourd dans la lecture parce que ça fait des tirades hyper longues. Il y a notamment la dernière action dans un pays étranger où quand elle retrouve le responsable, il est en fâcheuse posture, mais il prend quand même le temps de tout lui expliquer. Et ça, pour moi, c'est trop lourd. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué dans les romans de Nicolas Beuglet, qui m'avait déjà dérangé. C'est qu'en fait, on n'apprend pas tout au fur et à mesure. Tout nous est déballé d'un coup. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Mais après, c'est mon avis personnel, parce que j'ai vu d'autres personnes qui ont beaucoup aimé ces romans, qui n'ont pas été gênées par ce genre de dénouement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez lui depuis sa deuxième trilogie qu'il a fait avec Grace Campbell. Parce que la première qu'il avait fait, qui est avec Le Cri, Le Complot et L'Île du Diable, j'ai pas trouvé que ça avait le même effet, c'était plus fluide. Et là, en fait, c'est déroulé au fur et à mesure. C'est mon avis personnel, ça n'enlève rien à la qualité du livre. Voilà, l'histoire est bien trouvée, c'est très original. Il parle également beaucoup de lecture dedans, de ce qu'est la lecture dans le monde, ce qu'elle représente, ce qu'elle devrait représenter. Il y a pas mal de... On voit que l'auteur a fait des recherches, c'est très étayé, donc c'est très intéressant. Mais voilà, moi si j'ai un bémol à retenir, c'est cette façon que l'auteur a de dérouler le plan du méchant, qui des fois est un chouille trop lourde. Voilà pour ce bilan spécial polar, roman noir, thriller. Pour tout ce qui est sorti poche, eh bien ces trois-là sont disponibles en format poche. Celui-ci, il me semble pas. Voilà, je crois que de ce que j'ai vu, il n'est pas encore disponible en petit format. Et lui, il est trop récent, il est sorti le 18 septembre, donc il faudra attendre 1 an. Par contre, celui qui est sorti l'année dernière, Ultime Avertissement, est sorti en poche en même temps que cette sortie grand format. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Si c'est le cas, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me dire, même si c'est pas forcément le même avis que moi, ça sera avec plaisir. Et vous, de votre côté, qu'avez-vous lu récemment? Est-ce que vous avez envie de nous partager des lectures un peu dans ce thème, donc on va dire thriller, roman noir, ou d'autres lectures? Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.